c'est pas que ça me prend ça tous les soirs. Non, mais je suis ici parce que j'ai été attiré sous un prétexte par Jean-Martin Hansen. Il m'a attiré ici en me disant « Faut absolument que tu viennes parler de la langue. » Mais dans le fond, je sais très bien que c'est un prétexte. Puis je vais vous dire quelque chose, je suis très heureux de ce prétexte-là. Parce que moi aussi, j'en cherchais un pour venir avec vous ce soir. Ça fait à peu près 4 ans que je parle de la langue sans arrêt. Je pense que je vais continuer parce que finalement, non seulement j'aime ça en parler, mais je trouve que c'est une bonne façon de le faire, de parler de la langue en parlant. Fait que, mais il y a 3 ans, vous m'aviez demandé de parler de la langue. Je vous aurais parlé d'une façon assez chaleureuse, poétique, du fait que, d'abord, les langues indiennes, les langues autochtones ont nommé le pays. Là, je vous aurais parlé des rivières, des lacs, des montagnes. Puis je vous aurais parlé après ça de l'arrivée des Français. Puis là, je vous aurais raconté comment ce sont les Français qui, pendant 400 ans, ont nommé, et des fois dénommé, qu'elles souvent baptisé les lieux, les rivières, les villages, puis peu à peu, ils se sont donné des noms, il y a eu des familles. Puis je vous aurais fait une grande exégèse assez poétique sur ça. Puis ça aurait été beau, puis je serais prête à la faire n'importe quand. Mais, il y a 2 ans, j'ai continué à parler de la langue. Puis là, s'il y a 2 ans, vous aviez écouté le discours sur la langue, là, cette fois-là, je vous aurais parlé de statistiques. Je vous aurais parlé du recensement de 2006. Je vous aurais parlé de l'étude qu'on venait de faire qui s'appelle le Grand Montréal sans Anglicisme. Vous aurez parlé des 300 000 anglophones, des 600 000 allophones, des 900 000 francophones, de l'attirance de l'anglais qui est 5 fois plus importante que le français dans Montréal puis dans la grande région métropolitaine. Je vous aurais donné le portrait chiffré, concret, sur lequel on a travaillé pendant 1 an pour arriver à avoir un visage complet, réel, de ce que c'est l'état de la langue au Québec et particulièrement à Montréal et dans la grande région. Ça, c'était il y a 2 ans. L'an passé, je vous aurais parlé du cégep français. Je vous aurais dit, écoutez, il faut qu'on agisse, et une des façons d'agir, c'est d'éviter qu'après le secondaire, on ait plein de gens qui s'en aillent pour poursuivre leurs études au cégep en anglais, puis à l'université en anglais, et qui travaillent en anglais, et qui s'intègrent dans une culture qu'on aime, qu'on respecte, mais qui n'est pas la culture et la langue française. Ça, c'était l'an passé. Cette année, j'ai plus besoin d'en parler, tout le monde en parle. Tout le monde en parle et tout le monde commence. Je ne dis pas que c'est de ma faute, soyons clairs, je ne dis pas que c'est la réussite de mes 3 ans. Ce que je dis, c'est que tout à coup, on se met à parler de la langue, puis on se met à s'indigner parce qu'à la Caisse de dépôt, il y a des unilingues anglais. À la Banque nationale, il y a des unilingues. On se rend compte que dans plein milieu de travail, on parle en anglais et qu'on doit parler en anglais et que même si on est francophone, on doit s'exprimer en anglais. Je me rends compte que maintenant, on est en train de se réveiller. Tout d'un coup, on est dans Laval. Pas la ville, mais l'aval de l'amont. On est en train de constater que l'eau a coulé depuis 30 ans, 40 ans. Elle a coulé de l'amont, puis tranquillement, on est rendu à constater ce qui arrive quand on laisse l'eau couler sans s'assurer qu'elle coule d'une façon claire. Donc là, maintenant, on est en train de se rendre compte qu'il faut agir. Puis moi, tout ce que j'ai à dire sur la langue, c'est que maintenant, il faut qu'on commence à s'occuper de l'amont. Il faut qu'on commence à agir sur ce qui a provoqué cette sorte de dangereuse tendance à oublier soi-même dans quelle langue et dans quelle culture on se fait, dans quelle langue et dans quelle culture on existe, ce qu'il y a de fondamental dans le fait d'exister dans une langue, dans une parole qui est commune, puis dans une parole qui n'exclut aucune autre langue, qui n'exclut aucune autre culture, mais qui privilégie la sienne parce qu'elle est son fondement, elle est son cœur, elle est son âme, elle est nous-mêmes. Avec Jean-Martin, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça que vous êtes en train de faire. On fait tous le même chemin. Tout à coup, depuis plusieurs années,
La souveraineté, l'indépendance, moi j'aime mieux l'indépendance. L'indépendance, on n'en a pas parlé suffisamment. Ça fait 3 ans qu'on vécu, on se dit, mais il faut en parler plus, il faut en parler tout le temps, il faut que ça existe. Parce que ce pays-là, c'est pas on veut un pays, ce pays-là, il est là maintenant. Il nous appartient. Ce que Jean-Martin fait, c'est qu'il en parle avec clarté, avec intelligence, avec lucidité, puis aussi avec une chaleur qui nous... Oh, une chaleur! Oui, une chaleur qui est communicative. Non, mais c'est parce qu'on lui a reproché de ne pas être chaud. Mais moi, je trouve que c'est un homme chaud. Moi, je trouve que l'intelligence, c'est chaud. Et il en parle aussi avec une jeunesse qui est fondamentale. Moi, je veux juste dire que je me sens proche. Je me sens proche de cet homme-là. Je me sens proche de vous. Je me sens proche de la cause, je me sens proche de l'indépendance. Je me sens proche aussi des indignés qui occupent Montréal. Je me sens proche des gens qui tout d'un coup se battent pour pas qu'il y ait de l'exploration des gaz de schiste. Et regardez ce qui s'est passé avec ça. On a commencé par se battre. C'est beaucoup des gens dans ces comtés-là, le long du Richelieu, parce qu'ils étaient directement menacés. Ces gens-là, ils ont commencé à se battre contre une exploitation d'un gaz qui les menaçait, eux, puis contre la logique, l'illogisme qu'il y a dans cette exploitation-là, dans cette exploration-là, dans cette dépossession de ce qui nous porte de notre sol et de notre sous-sol. Et tranquillement, à partir de ça, on a commencé à se poser des questions sur les ressources naturelles. Puis on a commencé à se poser des questions sur les énergies non fossiles. Puis là, on s'est dit, oui, mais est-ce qu'on est en train d'être dépossédé de tout ça? Ben, la réponse, c'est oui. Parce que la réponse, ça s'appelle un oui du plan Nord. On se dit, le plan Nord, l'occupation du territoire, c'est formidable. L'utilisation de nos richesses naturelles pour nous, pour le futur, dans un sens de développement qui soit vraiment organique, qui soit vraiment durable, vraiment profitable à toute la population du Québec, à tout le monde. Ça, c'est intelligent, mais c'est pas ça qui se passe. Alors, c'est cette prise de conscience-là qui en a amené une autre, et qui en amène une autre. Et moi, je me réjouis, je me sens proche de ce monde-là, qui se lève debout, qui dénonce et qui apporte une réflexion intelligente, qui sont capables de chiffrer ce qui est en train de se passer, qui sont capables de le critiquer avec intelligence et avec humour. Ça, c'est formidable. Et puis là, je vais juste faire un petit bout, parce que du plan Nord, des 1% qui sont en train de posséder l'univers et de laisser des miettes à l'ensemble de la population, de tous ces gens-là qui disent, on est capable, nous, de prendre notre destin en main, de prendre ce qui nous appartient, ce que nous sommes, nos institutions, de prendre aussi nos pouvoirs, tous nos pouvoirs, et d'en faire quelque chose qui soit humain, qui soit ouvert, qui soit viable et qui soit durable, et dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vont pouvoir s'inscrire. Moi, je veux juste vous dire que ce soir, je me sens très, très, très proche de cela, très, très, très proche de vous, très, très, très proche d'Option nationale, très, très, très proche de Jean-Martin Hossan.